Bonjour à tous. On va dire qu'un os peut en cacher un autre. Et nous, en fait, on s'intéresse à l'os de la tête. Donc, en fait, qu'est-ce qui nous fait rêver? D'abord, on est installé au Centre de recherche des Cordeliers à Paris, dans une équipe dirigée par Sylvie Babaïko et moi-même. Et voilà les questions qu'on se pose. En fait, quand on s'intéresse au squelette de la sphère orale, on va être plus dans une logique développement, mécanisme cellulaire, mécanisme de minéralisation et réparation. C'est-à-dire, en fait, on va s'intéresser au développement en tant que tel, dans le contexte des maladies rares, avec finalement une tradition de domaine scientifique un peu différente que celle d'une culture tournée autour de questions centrées sur les os longs, les processus inflammatoires, le vieillissement squelettique. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Comprendre les chemins embryologiques du squelette, puisque en fait l'ostéoblaste peut dériver, le chondrocyte de même, soit du mésoderme, soit des crêtes neurales, et notamment au niveau céphalique, c'est très proéminent. Comprendre par là même aussi l'origine et l'écologie en quelque sorte des niches locales, et nous sommes beaucoup plus intéressés par la niche gingivale. J'ai trouvé que l'exposé sur le cartilage donnait quelques idées sur des problèmes de méthylome ou d'évolution, puisque nous faisons du chondrocyte à partir des cellules sous-gingivales. S'intéresser à une plateforme qu'on met à votre disposition sur l'étude du minéral par différentes techniques de microscopie et d'études physico-chimiques, et avoir des modèles de réparation osseuse centrés sur la cavité buccale, puisque la singularité de notre os, c'est d'être dépendant, non seulement sans doute intrinsèquement différent, et c'est ce qui nous intéresse, mais aussi très dépendant de la présence et de toutes les contraintes biomécaniques qu'on a vues tout à l'heure dans le colonne vertébrale, associées à la mastication, la déglutition, etc. Donc vous voyez un contexte biologique un peu singulier. Donc ce qui nous intéresse et qui on peut partager en termes de maladies et de gènes osseux, et le problème de la signature de l'ostéoblaste. On a pris comme modèle l'ostéoblaste pour émettre une hypothèse, et peut-être aussi pour la démontrer, qu'en fait, il n'y a pas qu'une différence de phénotype dans les cellules du squelette, le chondrocyte, l'ostéoblaste ou même le fibroblaste, mais il y a aussi une différence de site. Et donc, on s'attache à démontrer, puisqu'on a un comportement physiologique différent, notamment dans le contexte des mutations géniques des maladies rares, que l'ostéoblaste de la mâchoire est différent de l'ostéoblaste des os longs. Alors, vous avez ici l'exemple de l'améloblastine, que nous avons mesuré en prenant la dent comme référentiel, vous montrant que l'os des mâchoires a une concentration extrêmement élevée de ce peptide et que plus on s'éloigne en fait du système dentaire, on va avoir un gradient d'expression avec une quantité minimale au niveau des tibias. Donc, ce que nous pensons, c'est que le profilome en quelque sorte de l'ostéoblaste de la mâchoire va être un mélange, et nous avons des données que Julien Isaac exploite actuellement en RNA sec, en isolant avec le collagène de type 1 les ostéoblastes purifiés de mâchoire et de tibia, qu'il existe en fait un répertoire à cheval entre le répertoire dentaire, qui est spécifique avec la méloblastine, la mélogénine, DSPP, etc., et toute une série de gènes du développement, et l'ostéoblaste de l'os long. Nous pensons que cet équipement moléculaire sert à la mâchoire pour correspondre aux contraintes mécaniques spécifiques, et notamment on a pu montrer ça en fraisant les dents, qu'il y avait une mobilisation. Et nous pensons de même, et là c'est en cours de travail, que c'est par cette origine embryologique singulière de chaque site anatomique au niveau du système maxillofacial qu'on va avoir ce répertoire singulier. Pour finir, je vous ai fait un petit peu le catalogue des gènes que nous aimerions partager avec vous. Et notamment le gène FAM20A, qui est une altération qui va altérer les dents, provoquer des minéralisations ectopiques et des pathologies, notamment au niveau du rein, néphrocalcinose, qui est un travail conduit par Muriel de la Durmola, qui a la chance d'interagir depuis quelque temps régulièrement avec Valérie Cormier-Der et Renata Koziraski, qui est donc chercheur au laboratoire avec Olivier Cazès et qui fera l'aspect plus cellulaire. Nous avons ensuite des altérations et nous avons une personne qui s'intéresse plus à l'ostéoclaste, au remodelage, avec Amélie Couder et Natacha Gatchlub qui travaillent sur le chérubisme. Et nous avons cette problématique de l'omique des ostéoblastes de mâchoire. Nous avons des problématiques de thérapie cellulaire, avec notamment la joie de participer au premier essai clinique
en France, grâce à une coordination H2020 par M. Lérol à Nantes, de thérapie cellulaire de reconstruction des mâchoires, et Sylvie Babaïko s'intéresse à l'épigénomique. Pour finir, vous voyez que nous sommes un peu aux interfaces, le moins qu'on puisse dire, entre Oscar et la filière tête-cou, dans laquelle personnellement et avec toute l'équipe de cliniciens, nous nous sommes beaucoup impliqués. Et il me semble que nous avons eu un problème que je voudrais partager avec vous. J'espère que je ne dépasse pas les... Ça va ? C'est que dans les maladies rares, la difficulté, c'est dans la nosologie, de savoir si on parle du phénotype ou du nom de la maladie. Donc on a eu dans la tête un travail très, très, très consciencieux des maladies, je dirais, tête-cou constitutionnelles et qui touchent aussi l'os. Et je pense que nous aurions intérêt à un moment donné d'imaginer un projet transfilière où vos pathologies métaboliques, et d'ailleurs Catherine Chaussin a largement commencé cette approche, car je pense que nos chemins se croisent. En fait, les maladies rares ont découpé le corps en morceaux, mais nous sommes un système unique. Donc voilà, c'était un message d'appel.